Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Allez, bienvenue dans cette analyse où aujourd'hui on va s'attaquer à un vrai Everest pour beaucoup de débutants en français, la présentation. Ah oui, le grand classique. Le grand classique, on a tous appris le fameux «je m'appelle», mais on va voir que derrière cette petite phrase, il y a tout un monde en fait. Tout à fait. Et pour explorer ce monde, on va s'appuyer sur un guide d'apprentissage qui est une approche assez unique, je trouve. Parlez français niveau A1, maîtrisez votre présentation personnelle dès aujourd'hui. Et ce guide, il met le doigt sur une douleur que, personnellement, j'ai bien connue dans d'autres langues. C'est cette frustration de connaître la théorie, d'avoir des listes de mots en tête. Exactement. On se retrouve pétrifié, silencieux, face à quelqu'un. Le guide appelle ça le cycle du silence. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu de voir comment le briser. Absolument. Et la philosophie du livre est vraiment fascinante pour ça. Il nous dit en gros, n'apprenez pas le français comme on apprend les maths. D'accord. Voyez-le plutôt comme un outil pour créer du lien. Et ce lien, il commence par la chose la plus fondamentale, qui on est. C'est logique. L'idée, c'est pas de se traduire mot à mot, mais de construire ce que les auteurs appellent une version francophone de soi. J'aime beaucoup cette idée. Une version francophone de soi-même. Ça va bien au-delà de la simple grammaire. Alors, par où on commence pour construire cette version? J'imagine qu'on n'échappe pas à la fameuse phrase. On n'y échappe pas, non. Tout parle de « je m'appelle ». Mais le guide nous invite à faire une pause, à vraiment la regarder. Au lieu de juste la réciter. Voilà. On pourrait se dire que c'est juste la traduction de « my name is », une simple étiquette. Mais en fait, c'est plus profond que ça. Ah, et voilà où ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on rate si on s'en tient à cette idée un peu simpliste? Qu'est-ce que la grammaire nous dit sur la culture, ici? Alors, si on la décompose, on a « je », le sujet, « me » qui est le pronom réflexif, et « appelle » le verbe. D'accord. Littéralement, ça veut dire « je m'appelle moi-même ». Ce n'est pas « mon nom est ». C'est une action que je fais sur moi. C'est un acte d'autodéfinition. Je vois. Le livre explique que, culturellement, en France, le nom n'est pas juste un mot qu'on vous a donné. C'est une partie de votre identité que vous portez activement. En disant « je m'appelle », vous ne donnez pas juste une information, vous vous présentez dans votre entièreté. C'est une prise de possession, en quelque sorte. C'est beaucoup plus actif, plus personnel. Et ça explique sûrement pourquoi l'erreur classique des débutants, Ah, la fameuse celle qu'on a tous faite, est si problématique. « je suis appelle », une traduction littérale de « I am called ». En disant ça, on passe complètement à côté de cette nuance culturelle, de cette action. On est passif, on attend d'être nommé. Alors que s'appeler, Le verbe pronominal « s'appeler » est donc non négociable. Il est vraiment au cœur de l'identité. et le guide propose une astuce pour que ça rentre, pour que ça devienne un réflexe, n'est-ce pas? Oui, un conseil très physique, presque sportif. Il suggère de s'entraîner à le dire lentement, en liant les syllabes, comme si on chantait un peu. Je m'appelle. Comme un seul mot. Exactement. Comme un seul bloc de son. Le but, c'est de créer une mémoire musculaire, que la bouche sache le chemin sans que le cerveau n'ait à réfléchir et à risquer de retomber dans le piège de la traduction. Et un point qui va rassurer beaucoup de monde aussi, le guide insiste sur le fait qu'il ne faut surtout pas essayer de franciser son nom. Ah oui, très important. Si on s'appelle Jessica ou Kenji, on le dit avec fierté. Exactement. Le prénom, c'est la signature de votre histoire personnelle. Le modifier, c'est un peu effacer une partie de soi. La confiance dans la prononciation de son propre nom tel qu'il est, c'est la première brique de cette version francophone de soi. D'accord. Mais une fois qu'on maîtrise ce « je m'appelle », on découvre qu'il n'est pas toujours la bonne clé pour ouvrir la porte. C'est ça, le piège suivant. On croit avoir la formule magique et on se rend compte qu'elle peut parfois créer une distance. Le livre introduit une alternative. Oui, Ça sonne tout de suite plus décontracté, plus direct. beaucoup plus. Et c'est là qu'on quitte un peu la grammaire pure, pour entrer dans ce que le livre appelle l'intelligence culturelle. Savoir quelle phrase utiliser et à quel moment, c'est aussi important que de bien la construire. Alors, concrètement, quel est le risque si un débutant, tout fier de son « je m'appelle » parfaitement prononcé, l'utilise tout le temps? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il peut commettre un vrai impair? Un impair peut-être pas au point de vexer, mais il peut créer une situation un peu étrange, oui. D'accord. Imaginez la scène. Vous arrivez à une soirée entre amis, l'ambiance est détendue. Quelqu'un vous lance « Salut, moi c'est Léo, et toi ?» Oui. Si vous répondez très droit,
Bonsoir, je m'appelle John Smith. Ah oui, je vois. Vous créez immédiatement une barrière formelle. C'est parfait grammaticalement, mais socialement, c'est un peu raide. On a l'impression d'être un entretien d'embauche. Je vois très bien la scène. Le petit silence un peu gêné qui suit. Et à l'inverse, si on utilise « moi c'est » dans un contexte formel. Là, l'effet est différent. Vous êtes face à un banquier pour ouvrir un compte. Il vous dit « Bonjour monsieur, votre nom s'il vous plaît ». Si vous répondez « Moi c'est John Ça peut paraître un peu désinvolte. », voilà. Ça peut être perçu comme trop familier, voire un manque de respect pour la fonction ou l'institution. Le « je m'appelle » ici, c'est la formule qui marque cette distance sociale nécessaire. Il établit le cadre. Donc en fait, le choix de la phrase définit la relation qu'on veut établir. C'est presque une décision stratégique. C'est exactement ça. Je m'appelle pour le respect, la distance, le formel. Moi c'est pour la proximité, la chaleur, l'informel. C'est ça. Le guide suggère d'ailleurs un exercice mental. Avant de parler, on prend une seconde pour évaluer la situation. Est-ce que je suis dans un bar ou dans une administration? La personne en face, est-ce un futur ami ou une figure d'autorité? Et pour que ça devienne un réflexe. Il conseille de répéter les deux formes l'une après l'autre, en s'imaginant dans ces différents contextes, pour que le cerveau apprenne à classifier les situations. D'accord, donc on a la bonne phrase pour le bon contexte, mais j'imagine que même avec la bonne phrase, si on la prononce de manière très hachée, très scolaire, l'effet n'est pas le même. Non. Comment le guide aborde le son, la musique de la langue? C'est un de mes passages préférés. Il décrit le français comme une langue de flux. Une langue de flux. Oui. L'image utilisée, c'est celle d'une rivière. Les mots ne sont pas des pierres séparées. Ils s'écoulent les uns dans les autres. C'est très différent de langues plus martelées, où chaque mot est un coup de marteau distinct. J'aime beaucoup cette image. Et Je m'appelle en est un exemple parfait, j'imagine. un exemple parfait, oui. On ne dit pas « je », pause, m'appelle. Le « e » de « je » est presque muet, il se colle au « m ». La phrase devient une seule vague sonore. « Je m'appelle ». C'est vrai. Tenter de parler français en détachant chaque mot, c'est un peu comme jouer du violon en faisant un coup d'archet pour chaque note d'une mélodie. C'est techniquement juste, mais on perd toute la musique. Et c'est souvent ça qui trahit l'apprenant, cette absence de fluidité, de liaison. Mais alors, qu'en est-il de l'accent? C'est la grande peur de tout le monde, ça. L'angoisse d'avoir un mauvais accent. Sur ce point, le livre est très déculpabilisant. Il propose de changer complètement de perspective. L'accent n'est pas un ennemi à abattre. Ah, C'est votre signature, c'est la trace de votre histoire, de votre langue maternelle. Tenter de l'effacer complètement, c'est non seulement c'est épuisant, mais c'est un peu dommage. l'objectif n'est pas la perfection, donc. Non, l'objectif c'est la clarté, c'est d'être compris. C'est un message très fort. Votre accent est votre signature. Mais pour que cette signature soit lisible, j'imagine qu'il y a quand même une technique à maîtriser, non? Oui, et la clé, c'est l'articulation. Le guide insiste beaucoup sur la gymnastique faciale. Le français sollicite des muscles que beaucoup d'autres langues n'utilisent pas. Comme les lèvres? Surtout les lèvres, oui. Pour les voyelles arrondies comme U ou OU, il faut presque redécouvrir sa bouche. D'où le fameux conseil de s'entraîner devant un miroir, j'imagine. On a tous l'air un peu ridicule en faisant ça la première fois, mais il faut avouer que ça marche. C'est le genre de ridicule qui paye. Le livre compare ça à l'apprentissage d'une chorégraphie. Au début, on décompose, on exagère, on a l'air gauche. Oui. Mais c'est en faisant ça qu'on crée la mémoire musculaire. Une fois que le corps a appris les pas, là, on peut commencer à danser avec fluidité et y mettre sa propre personnalité, sa signature. C'est une analogie brillante. La technique, c'est le squelette. La prononciation, la musique. Mais j'ai l'impression qu'il manque encore un élément pour que tout ça tienne debout. On peut avoir la bonne phrase, le bon rythme, et pourtant, rester bloqué. On touche au cœur du problème. Le dernier ingrédient, et c'est peut-être le plus important, n'est pas technique. Il est psychologique. C'est la confiance. Le guide aborde un paradoxe fascinant. La plus grande peur des débutants, ce n'est pas de se tromper sur la conjugaison d'un verbe compliqué. C'est de mal prononcer son propre nom. C'est fou quand on y pense. C'est incroyable, oui. On a peur d'écorcher la chose qui nous définit le mieux. Parce que c'est là que la vulnérabilité est vaccinale. Si on ne vous comprend pas quand vous parlez de la météo, bon, c'est pas grave. Mais si on ne vous comprend pas quand vous dites qui vous êtes, c'est une remise en question bien plus profonde. C'est le cœur du cycle du silence. Exactement. On a tellement peur du jugement sur notre identité qu'on préfère ne rien dire. Et quelle est la solution proposée? Comment on sort de ça? Par une posture, une décision consciente. Le conseil est très direct. Quand vous dites votre nom, dites-le fort et clairement. Ne le murmurez pas comme une excuse. Portez-le. Voilà, portez-le.
Si votre interlocuteur ne comprend pas du premier coup, et ça arrive tout le temps, même entre natifs, ne vous excusez pas. Répétez, simplement, calmement, peut-être en articulant un peu plus. Je m'appelle. Une fois de plus. C'est un acte de fierté, pas d'agression. Attendez, ça c'est vraiment contre-intuitif. La plupart des guides de langue se concentrent sur la grammaire, le vocabulaire. Et là, on nous dit que l'outil le plus puissant pourrait être le sourire. C'est presque provocateur, n'est-ce pas? Mais le livre l'appelle « le meilleur outil de l'apprenant ». Pensez-y, un sourire, ça change la physiologie de votre visage et donc le son de votre voix. Elle devient plus chaude. Plus chaude, plus ouverte. Mais surtout, le sourire, c'est un message universel envoyé à l'interlocuteur. Quel message formidable. Il dit « Bonjour, je ne parle peut-être pas parfaitement, mais je suis heureux d'essayer et je suis bienveillant. » Et cette bienveillance, elle est contagieuse. La personne en face devient instantanément plus patiente, plus disposée à aider. C'est vrai. Le guide a une phrase que je trouve géniale. Un sourire peut compenser beaucoup d'erreurs grammaticales. C'est incroyable. C'est une véritable stratégie de communication. Et c'est intéressant parce que ça va à l'encontre de certains stéréotypes sur les Français qui ne sourient pas. Tout à fait. Le guide nous dit donc d'ignorer ce cliché et d'utiliser le sourire comme une arme secrète. Il s'agit de créer un environnement favorable à l'échange. Donc une posture ouverte. Voilà. Le dos droit, un contact visuel, un sourire. Vous ne demandez pas seulement une information, vous proposez une interaction humaine. Et les gens répondent à ça. Ils vont ralentir, chercher des mots plus simples, ils vont vous encourager. On sort de la position de l'élève qui passe un examen pour devenir un partenaire de conversation. Si on fait le bilan, c'est une approche vraiment complète. On est parti d'une simple phrase « Je m'appelle », Pour découvrir que c'est une affirmation culturelle de son identité. puis on a vu l'importance de cette intelligence culturelle, cette distinction vitale entre le formel du « je m'appelle » et l'informel du « moi c'est ». Qui est aussi crucial que la grammaire, oui. Ensuite, il y a eu cette idée de musicalité, de voir le français comme une rivière, un flux. Et ce conseil si libérateur de voir son accent non pas comme un défaut, mais comme une signature personnelle. Et enfin, le ciment qui lie tout ça, la confiance et le sourire. Ces deux éléments qui transforment un acte qui peut être terrifiant, se présenter dans une langue étrangère, en une véritable invitation à la rencontre. C'est un programme incroyablement puissant pour quiconque veut se lancer sans se laisser paralyser par la peur de l'erreur. Ça change complètement la perspective. Et pour terminer, je voudrais juste revenir sur l'idée de départ. Créer une version francophone de soi-même. Le guide suggère que ce processus va bien au-delà de la traduction. En apprenant à se présenter, on ne fait pas que dire son nom. On choisit comment on veut être perçu dans cette nouvelle culture. Et ça soulève une question qui me semble fascinante pour la suite. Laquelle? Au-delà du nom, quels autres aspects de notre personnalité sont forcés de se redéfinir ou de se révéler quand on doit les exprimer à travers les mots et la culture d'une autre langue? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple en apparence. D'où venez-vous? Une question qu'on entend tout le temps. Exactement. Mais en réalité, c'est bien plus. C'est une vraie porte d'entrée dans une conversation. Et nos sources du jour, qui sont des extraits d'un guide sur la géographie en français, nous montrent que la bonne réponse, c'est un peu comme un passeport verbal. J'adore cette métaphore. Le passeport verbal. C'est tout à fait ça. C'est ça, hein? Alors, notre mission, aujourd'hui, c'est de construire ce passeport ensemble. On va commencer par la photo d'identité, la règle de base, simple, pour les villes. Ok. Ensuite, on ajoutera les tampons, les règles un peu plus complexes pour les pays. Et enfin, la signature, la petite touche de prononciation, de culture, qui rend le tout authentique. C'est un excellent plan. Parce qu'une réponse un peu maladroite, ça peut vite sonner comme un contrôle de papier. Un truc très administratif, un peu froid. C'est vrai. Alors qu'une réponse bien tournée, ah là, c'est une invitation. C'est dire à l'autre, voilà d'où je viens, et maintenant on peut commencer à vraiment discuter. C'est la différence entre juste passer une frontière et être accueilli, en fait. Exactement. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par cette photo d'identité, le plus simple. La phrase de base, c'est « je viens de ». Et les sources insistent tout de suite sur un point. Il y a une distinction fondamentale entre les villes et les pays. Tout à fait. Et la bonne nouvelle, c'est que pour les villes, c'est cuif. C'est d'une simplicité désarmante. Ah oui. Oui.
La règle est claire, nette et sans aucune exception. On utilise toujours la préposition « de ». C'est tout. D'accord. Que vous veniez de Paris, de Londres, de New York ou de Tokyo, c'est toujours « je viens de Paris, je viens de Londres ». Ça ne change jamais. C'est un point d'ancrage fiable alors. Dans l'apprentissage du français, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir au moins une chose de simple. Mais oui, on peut s'y accrocher. D'accord, ça c'est un soulagement. Mais attendez, il y a un truc qui me vient. J'entends parfois des gens dire « je viens à Paris ». Ça veut dire quoi ça? Ça ne complique pas un peu tout? Excellente question. C'est un piège classique, mais la nuance est essentielle. En fait, tout est une question de direction, du mouvement. Mmh. Je viens de Paris, ça répond à la question « d'où ». Mhm. C'est votre origine, le point de départ. D'accord. Par contre, je viens à Paris, ça répond à la question « où ». Mmh. Ça marque la destination. Ça peut vouloir dire « je viens à Paris demain pour en voyage Oh, pour le travail, par exemple. ». Voilà, je viens à Paris toutes les semaines pour le travail. Le point clé à retenir, c'est DE égale origine, A égale destination. Ce sont des opposés. Une seule petite lettre qui change tout le sens du voyage. C'est ça. Origine contre destination. Ok, c'est beaucoup plus clair. Bon, la photo d'identité est prise, passons au tampon sur le passeport, les pays. Et là, honnêtement, en voyant les sources, je me dis que ça se corse un peu. Ah oui. Masculin, féminin, pluriel, ça ressemble un peu à un champ de mine où on est sûr de se tromper. C'est une réaction très commune. Et c'est normal de se sentir un peu dépassé au début. Mais il y a une logique derrière, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas arbitraire. Ah bon? Non, c'est un système de raccourcis que la langue a créé pour être plus fluide. Prenons le premier cas, les pays masculins qui commencent par une consonne, comme le Canada, le Japon. D'accord. Là, on utilise « du Donc, je viens du Canada. ». Exactement. Et la question, c'est pourquoi « du » Tout simplement parce que c'est la contraction de « de » plus « le ». Personne en France ne dirait « je viens de le Canada ». C'est trop lent. C'est lourd, oui. C'est lourd. La langue a naturellement fusionné les deux mots. Je viens du Japon, je viens du Portugal. Ah, mais oui, c'est ça. Ce n'est pas un nouveau mot à apprendre, en fait. C'est juste deux mots qui ont été écrasés ensemble pour aller plus vite. Je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est précisément un raccourci. Ça rend la chose beaucoup moins intimidante, d'un coup. Et une fois qu'on a compris ça, le reste devient assez logique. Pour les pays féminins, comme la France ou la Chine, c'est encore plus simple. On revient à la base, hein. On revient au DE de base. Je viens de France, je viens de Chine. Et si le pays féminin commence par une voyelle, comme l'Espagne ou l'Italie, la langue fait un autre petit ajustement pour que ça glisse mieux. L'apostrophe. L'apostrophe, voilà. On enlève le « e » de « de ». C'est l'illusion. On obtient « je viens d'Espagne, je viens d'Italie ». C'est juste pour éviter le choc de deux voyelles. D'accord, la logique des raccourcis tient la route, je vois. Il nous reste le dernier cas, les pays au pluriel, comme les États-Unis. Et là, la logique continue. Si « de » plus « le » devient « du », alors « de » plus « les », ça devient DES. DES. C'est le même principe. On dira donc « je viens des États-Unis »,« je viens des Pays-Bas ». C'est simple en fin de compte. Et ce cas est génial parce que c'est là qu'on voit vraiment la grammaire et la musique de la langue se rencontrer. On ne peut pas dire les mots séparément, il faut faire la liaison. C'est-à-dire? Écoutez bien la différence. Si on dit « je viens des États-Unis », c'est haché, c'est robotique, non. Oui, complètement. Un francophone, il dira « je viens des États-Unis ». Le son S de D se transforme en Z et il vient se coller au début de État. C'est une seule chaîne sonore. C'est ça qui crée le rythme du français. Ah, d'accord. C'est un détail crucial. On a donc toutes ces règles, du, de, des, DS. Concrètement, comment on fait pour ne pas avoir à sortir un manuel de grammaire à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un? Ce n'est pas possible. C'est la question 1 million, c'est vrai. Et la stratégie proposée par nos sources est très intelligente. Arrêtez d'essayer de tout mémoriser, c'est impossible. Et décourageant. Et très décourageant. Concentrez-vous sur une seule chose, votre propre pays. Cherchez son genre en français, et c'est tout. D'accord. Par exemple, si vous êtes brésilien, vous cherchez et vous trouvez le Brésil. C'est masculin. Vous appliquez la règle DU. Votre phrase, c'est « je viens du Brésil » et vous la répétez. Encore et encore. Jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, un automatisme. Ancrer sa propre encre personnelle. Et j'imagine qu'une fois que c'est personnel, ce n'est plus juste un nom de lieu sur une carte, ça devient une histoire, et c'est là que l'aspect culturel entre en jeu, j'imagine. Vous mettez le doigt dessus. C'est là que la magie opère. Répondre à cette question, ce n'est pas juste donner une info géographique. Non. C'est tendre à son interlocuteur la clé de sa propre bibliothèque mentale. Quand vous dites « je viens du Canada »,
Vous dénoncez pas seulement un fait, vous activez chez l'autre toute une cascade d'images. La neige, le sirop d'érable, Les grandes forêts, les caribous. c'est ça, c'est un imaginaire collectif. Et on peut jouer avec ça alors? C'est ça le secret. Le guide suggère de ne pas s'arrêter au cliché. La vraie astuce, c'est d'utiliser ce cliché pour le nuancer ou le surprendre. Comment ça? Vous dites « Je viens du Canada », l'autre pense « neige », et vous ajoutez « de la région de Vancouver, où il pleut bien plus qu'il ne neige ». Ah oui? Et là, d'un coup? D'un coup, vous n'êtes plus un stéréotype. Vous êtes une personne avec une histoire unique. Vous avez transformé une information en conversation. Ça marche pour tout, j'imagine. Pour tout ça, je viens du Brésil. L'autre pense foot, carnaval, et vous continuez. Je viens de São Paulo, le cœur de la tech en Amérique du Sud. Vous cassez l'image attendue, et ça suscite immédiatement la curiosité. C'est tellement plus puissant que de juste donner le nom du pays. Infiniment plus. J'ai un souvenir d'un étudiant qui venait des Philippines. Il avait appris la phrase parfaite. « Je viens des Philippines ». Grammaire impeccable, la liaison en Z, tout y était. Mais il le disait de façon très factuelle, presque robotique. Le jour où il a commencé à dire, avec un sourire, « Je viens des Philippines, vous savez, c'est un archipel de plus de 7000 îles », tout a changé. Ah, j'imagine, oui. Les gens ne lui demandaient plus seulement s'il aimait la plage, ils lui demandaient comment on pouvait vivre avec autant d'îles, quelle était sa préférée. Sa réponse était devenue une porte ouverte sur son monde. Cette histoire est incroyable. Parce que ça montre que ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, mais aussi comment il l'a dit. Et ça nous amène directement à la touche finale de notre passeport langue, la signature. Le flow, la musique qui rend la phrase vivante. Absolument. On a déjà un peu effleuré le sujet avec la liaison des États-Unis. Mais c'est un principe général. Le français, c'est une langue qui aime lier les mots, créer ce que les linguistes appellent la chaîne parlée. La chaîne parlée. Prenons un autre exemple. Des sources. Je viens d'Espagne. Si on le découpe, je viens d'Espagne, ça sonne étranger, non? Oui, ça ne sonne pas naturel. Le flux naturel, c'est de lier le S devient OD. Ça donne un « je viens d'Espagne », presque un seul mot. C'est ça qui donne cette impression de fluidité. Et les sources mentionnent même la respiration, le souffle. C'est surprenant. Oui, et c'est une astuce de pro, presque un truc de chanteur ou d'acteur. Pour maintenir cette chaîne sonore, il faut un flux d'air constant. L'idée, c'est de prendre une bonne inspiration avant de commencer sa phrase et de la laisser couler jusqu'au bout, sans micro-pause. Je vois. Je vois tellement d'apprenants qui font l'erreur de marquer une pause après le verbe « être ». Je viens de France. Ça casse complètement le rythme, ça brise le charme. C'est comme si on montrait les coutures du vêtement. C'est exactement ça. Et le message final du guide est très encourageant à ce sujet. La fluidité est plus importante que la perfection. Ah, ça c'est bon à entendre. Un discours qui coule même avec une ou deux petites fautes ou un accent prononcé sera toujours plus agréable qu'un discours parfait mais saccadé. L'accent, c'est une partie de votre histoire, c'est charmant. Le débit robotique, c'est une barrière. Votre signature sur le passeport, c'est cette fluidité. Voilà. C'est une excellente façon de voir les choses. Alors, si on récapitule notre mission d'aujourd'hui, on a construit notre passeport verbal. On a commencé avec la photo d'identité, 2. La règle d'or pour les villes, c'est toujours 2. Simple, efficace. C'est ça. Puis, on a ajouté les tampons, avec les règles pour les pays basées sur le genre et le nombre. Du pour le masculin, de ou des pour le féminin, et des pour le pluriel. On a aussi vu l'astuce fondamentale, se concentrer d'abord sur son propre pays pour que ça devienne un automatisme. Oui. Et ensuite, on a découvert le vrai pouvoir de cette phrase. L'utiliser pour jouer avec les clichés, en ajoutant un détail personnel qui transforme un fait en une véritable conversation. Et enfin, on a apposé la signature, le secret d'une prononciation naturelle, le rôle crucial des liaisons et du souffle pour créer la musique de la langue, un discours fluide qui invite à l'échange. On a vraiment fait le tour de la question. Presque. Maintenant que les outils pour dire d'où l'on vient sont plus clairs, une question intéressante se pose. Ah! Comment ces règles changent-elles lorsqu'on veut dire où l'on va? Le choix de la préposition pour une destination, ça c'est un tout autre voyage fascinant dans la grammaire française. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans une quête un peu personnelle, je dirais. Ah oui, J'essaye de comprendre comment on passe, vous savez, du statut de quelqu'un qui parle français à quelqu'un qui peut vraiment créer des liens en français. Ah oui, je vois très bien.
On connaît tous les bases, hein, Bonjour, je m'appelle, je viens de... le classique. Mais la conversation, elle s'essouffle très très vite juste après. C'est le fameux plateau de l'apprenant, ça. On a les mots, mais on n'a pas encore la musique. On communique une info, mais on ne crée pas de connexion. Exactement. Et j'ai l'impression que le moment de vérité, le vrai test, c'est cette fameuse question. Et vous faites quoi dans la vie? C'est là que tout se joue. Voilà, pour nous guider, on a des extraits d'un guide qui s'appelle French Identity, Professional Roles and Personal Passions. Et il promet justement de nous donner des clés. Et la première, la plus contre-intuitive, elle se cache là, dans la réponse à cette simple question. C'est un point de bascule qui est fascinant. Parce que, culturellement, on quitte l'identité, disons, civile, Le nom, l'origine... c'est ça, pour entrer dans l'identité sociale. Et la manière de répondre, c'est un signal incroyablement fort. C'est pas juste une question de grammaire, c'est une porte d'entrée dans une compréhension plus fine de la culture. D'accord. Maîtriser ça, c'est montrer qu'on est à l'écoute, qu'on a compris quelque chose de plus profond. Alors, allons-y, décortiquons ça. Le premier obstacle, c'est donc la profession. Oui. La source est très claire là-dessus. Quand on répond à « Quelle est votre profession ?», on dit « Je suis » suivi directement du métier, sans article. Directement. Je suis médecin, je suis professeur. C'est simple, c'est clair. En théorie, oui, mais en pratique, c'est la source d'erreur numéro 1 pour un anglophone, par exemple. Ah oui, j'imagine. Il a le réflexe de traduire « I am a doctor » par « je suis un médecin ». C'est une traduction littérale, mais dans ce contexte précis, elle est incorrecte. Et je dois avouer que j'ai fait cette erreur pendant des mois, vraiment. Je me présentais en disant « Je suis une podcasteuse Ah, mais tout le monde l'a fait. » et personne ne m'a jamais corrigé. On est trop poli pour ça. Probablement. Ou alors on se dit que ça fait partie du charme, de l'apprentissage. Mais c'est vrai, le jour où vous dites « je suis podcasteuse », l'oreille d'un francophone, elle se détend. C'est un signal inconscient. C'est un signal inconscient, oui, qui dit « ok, la conversation va être fluide, on est sur la même longueur d'onde ». Grammaticalement, l'explication, c'est que la profession agit ici comme un adjectif, elle qualifie la personne. D'accord. Je suis podcasteuse, ça fonctionne sur le même modèle que je suis grande ou je suis française. C'est une caractéristique de votre identité. Je vois. Donc, je suis ingénieur, je suis artiste. C'est direct sans fioriture. Mais est-ce que cette règle est absolue? Il n'y a vraiment jamais de cas où on pourrait dire un ingénieur. Excellente question. C'est là qu'on touche à la nuance entre l'identité et la description. La règle change du tout au tout dès que vous arrêtez de vous identifier pour commencer à vous décrire. Le petit mot « un » ou « une », il fait son grand retour dès qu'on ajoute un détail, une qualification. Ah! Mais voilà, c'est là que ça devient intéressant en fait. Exactement. Donc si je suis juste médecin, c'est « je suis médecin ». Mais si je veux préciser que je suis un bon médecin, Alors là, vous dites « je suis un bon médecin » ou « je suis une excellente professeure ». l'article réapparaît. Il réapparaît. Pourquoi? Parce que vous ne donnez plus votre étiquette, vous racontez une petite histoire en fait. Le groupe de mots « un bon médecin » devient une description. D'accord. Du coup, la logique de la phrase n'est plus la même. On n'est plus dans « moi égale cette fonction », on est dans « moi égale un exemple de ce type de personne ». Ce petit « un » qui revient, en fait, il change tout le sens de la phrase. C'est clair. Ok, donc pour le côté pro, j'ai les règles en tête. Identité pure, pas d'article. Description, on remet l'article. C'est noté. Voilà. Mais une fois qu'on a passé les 5 minutes de politesse sur le travail, la conversation, elle dérive vers ce qui nous intéresse vraiment. Heureusement. Et j'ai l'impression que c'est là que la vraie connexion se fait. La source dit que la vie en dehors du travail est sacrée en France. Et ça change tout, y compris la grammaire, n'est-ce pas? Ah oui, ça change absolument tout. C'est un point culturel qui est fondamental. En France, l'idée qu'on n'est pas réductible à son métier, elle est très, très ancrée. Je vois. Parler de ses passions, de ce qui nous anime en dehors du bureau, c'est essentiel. Et grammaticalement, c'est un virage à 180 degrés. La source parle de gymnastique mentale, et je comprends pourquoi. Pour la profession, on enlève l'article. Oui. Pour les passions, non seulement il revient, mais il devient obligatoire. C'est l'exact opposé. C'est ça. Quand on utilise un verbe comme aimer, détester, préférer, l'article défini le la, les est indispensable. On passe d'une grammaire de la soustraction à une grammaire de l'addition. C'est un bon résumé. Le verbe aimer demande un complément d'objet direct. Et en français, ce complément, il doit être clairement défini. C'est-à-dire, Quand on dit « j'aime le cinéma », on ne parle pas d'un film en particulier,
mais du concept du cinéma dans sa globalité. L'article est là pour signifier ça. Donc, si je résume, pour avoir l'air française, il faut enlever des mots quand on parle de son gagne-pain et en rajouter quand on parle de ce qui nous fait plaisir. C'est une philosophie de vie, en fait. C'est une vision assez poétique de la chose. Mais grammaticalement, ça se tient parfaitement. Et le contraste est saisissant si on met les deux structures côte à côte. Ah oui. Je suis médecin, mais j'aime la médecine. Pas d'article pour l'identité, un article pour la passion. Une fois qu'on a ce switch en tête, on a débloqué un niveau de fluidité qui est énorme. C'est un pas de géant, ça. Mais la source nous pousse à aller plus loin. Pour non pas juste être correcte, mais pour devenir intéressante. Voilà. Dire « j'aime le cinéma », c'est bien, mais ça reste une déclaration un peu plate, non? On peut y mettre plus de soi, plus de personnalité. C'est l'étape d'après. Comment on transforme une information en une invitation à la conversation? Voilà, le guide suggère d'abord d'utiliser des verbes plus forts. Au lieu de « j'aime », pourquoi pas « j'adore ». Oui, J'adore voyager, j'adore cuisiner. Ça met tout de suite un peu plus de couleur. Mais le conseil que je trouve le plus puissant, c'est d'utiliser des verbes d'action. ah oui. Ne pas seulement dire ce qu'on aime, mais ce qu'on fait. C'est la différence fondamentale entre la consommation passive et l'engagement actif. Exactement. Je regarde des films, c'est passif. Je fais de la photo ou je joue de la guitare, c'est actif. L'utilisation de verbes comme faire ou pratiquer. Ça implique une régularité, un investissement. Précisément. Je pratique le tennis, je fais du yoga, ça peint un portrait beaucoup plus dynamique de la personne. Et surtout, ça donne envie d'en savoir plus. On passe de spectateur à acteur de sa propre vie, quoi. Et ça nous amène à l'autre conseil en or de la source Kik, le pouvoir de la spécificité. C'est la clé pour vraiment lancer la discussion. C'est essentiel. C'est bien de dire qu'on aime la musique, mais c'est encore mieux d'être précis. Oui, et ça va plus loin que la simple conversation. En étant précis, vous offrez à votre interlocuteur une prise. Vous lui tendez une perche pour qu'il puisse partager son propre univers. C'est un acte de générosité conversationnelle. J'aime bien cette idée. C'est très ancré dans la culture française, cette idée qu'on doit avoir un avis, une opinion, parfois même un peu tranchée. C'est vrai ça. Le consensus mou, c'est pas très français. Exactement. Le généralisme, c'est ce qu'on appelle parfois la langue de bois, et ça a tendance à tuer la conversation. L'exemple de la source est parfait. Lequel? Ne dites pas « j'aime la musique ». C'est un cul-de-sac conversationnel. Dites « j'aime le jazz manouche » ou « j'aime le rap français des années 90 ». Et là, la réaction est immédiate. Quasi immédiate. « Ah oui, quel artiste tu préfères? Tu connais ce groupe ?» C'est une invitation au débat, à la connexion. Dire « j'aime la musique », c'est presque un mur. Absolument. Alors, on a les règles de grammaire, on a le vocabulaire pour enrichir le discours. Reste ce que j'appellerais la touche finale, le polissage. Les détails qui comptent. Oui, ces petits détails de prononciation et de grammaire qui font toute la différence. Le guide mentionne la prononciation du R final dans des métiers comme professeur ou ingénieur. Ah, le fameux R français. Et il le décrit comme un grattement. Honnêtement, ça me semble un peu abstrait comme conseil. Oui. Grattement, c'est peut-être pas la meilleure image, ça peut être trompeur. Vous auriez une meilleure technique? Bien sûr, oubliez le grattement. Pensez plutôt, pensez à l'eau. L'eau? Oui. Imaginez que vous faites un gargarisme, mais un gargarisme très très léger, sans eau et sans forcer. Le son vient du même endroit, tout au fond du palais, près de la gorge. D'accord, je vois. C'est une légère vibration là. C'est pas un roulement avec le bout de la langue, comme en espagnol, c'est un son plus en arrière, plus guttural. C'est un détail, mais un R bien placé, c'est la marque d'une excellente oreille. L'image du gargarisme est beaucoup plus parlante. Merci. Et pour finir, ce dernier pilier de la grammaire que la source mentionne, les contractions. Indispensable. Celles qui sont des automatismes pour les natifs, mais de vrais casse-têtes pour ceux qui apprennent. Les fameux O, ose, du, des. Ce sont les articulations de la langue, le tissu qui relie les mots entre eux. C'est ça. On ne dit jamais « je joue à le football ». Jamais. La préposition « à » et l'article « le » ne peuvent pas coexister. Ils fusionnent. Ça devient obligatoirement « je joue au football ». Ce n'est pas négociable. Et la logique est la même pour le pluriel. Pas de « je joue à les cartes ». Non. A et les s'unissent pour donner au. Je joue aux cartes. La source les appelle, avec du et des, les piliers de la grammaire française, et c'est une excellente image. Oui. Si on maîtrise ces 4 petites contractions, une immense partie de la structure de la phrase française devient soudainement plus limpide.
Ça rend le discours beaucoup plus fluide. C'est vraiment ça. Bon, si on fait le bilan de tout ce qu'on a dit, pour paraître naturel et surtout pour créer du lien en français quand on se présente, il y a 4 points essentiels à retenir. Synthétisons. Premièrement, la profession. Je suis suivi directement du métier sans article. Je suis architecte. Sauf si on se décrit et là l'article revient. C'est le point de départ. Deuxièmement, les passions. C'est l'inverse total. Avec les verbes de goût comme aimer, l'article défini est obligatoire. J'aime le dessin. C'est le grand écart grammatical à maîtriser, ça. Exactement. Troisièmement, le vocabulaire. Il faut dépasser le simple j'aime. Utiliser des verbes plus forts comme j'adore ou des verbes d'action comme pratiquer, faire, jouer. Et être spécifique. Et surtout être spécifique, oui, pour ouvrir des portes. Ne pas dire le sport, mais le tennis ou l'escalade. Créer des opportunités d'échange. Et enfin, quatrièmement, les détails qui font la différence. Soigner sa prononciation, notamment ce fameux R guttural, et maîtriser sur le bout des doigts les contractions comme O et os. C'est le vernis final. C'est le vernis qui change toute la perception de notre niveau. La conclusion de la source est très juste à ce propos. Elle nous invite à visualiser l'enchaînement de toutes ces phrases bien construites. Je suis architecte, j'adore dessiner, je joue au tennis. C'est tout un portrait. L'accumulation fait qu'on est plus, et je cite, une collection de mots. Mais bien une personne qui parle français. Voilà. C'est ça l'objectif. Passer d'un assemblage de vocabulaire à un discours qui est personnel, cohérent et vivant. C'est une très belle façon de conclure. On a vu comment construire son propre portrait pour inviter à la conversation. Absolument. Et cela soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Laquelle ? Maintenant qu'on a exploré en détail comment se présenter, une question se pose. Quelle est la manière la plus élégante et respectueuse de poser ces mêmes questions à un interlocuteur pour l'inviter à son tour à partager son univers professionnel et personnel ? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un moment que tout le monde connaît et redoute un peu. La fin de sa propre présentation personnelle en français. On sait tous dire « je m'appelle », mais après, comment on fait pour conclure sans que ça tombe à plat, sans ce fameux silence un peu gênant ? L'idée, c'est pas juste de finir sa phrase, c'est de transformer ce qui est un monologue en un vrai début d'échange. Et pour décortiquer ça, on a mis la main sur un guide sur les interactions en France. Notre mission, ça va être de regarder ce qui se cache derrière les mots, derrière les gestes aussi. Comprendre comment on signale qu'on ne fait pas que parler la langue, mais qu'on en comprend les codes. Absolument. Et c'est un enjeu qui est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. C'est vraiment le moment où on bascule. On passe de l'apprenant qui, récite un peu sa leçon, à un communicant qui commence à tisser un lien. Et ce qui est fascinant, c'est que ça ne repose pas tant sur une grammaire parfaite que sur quelques signaux sociaux, très subtils. C'est ça, passer de la connaissance pure de la langue à une forme d'aisance, une aisance culturelle. Alors allons-y. Le guide commence avec une solution qui a l'air toute simple. Il l'appelle même le mot magique. Pour clore sa présentation, donc, enchanté. On connaît le mot, bien sûr, mais sa fonction est peut-être plus riche. Le guide rappelle la base, heureux de faire votre connaissance, et évidemment la petite nuance grammaticale qu'il ne faut pas oublier, enchanté au féminin. Oui, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ce mot non pas comme une formule de politesse. Enfin, pas seulement. C'est un véritable outil de gestion de la conversation. En disant enchanté, on envoie un signal hyper clair. D'abord, ok, mon tour de parole est terminé. Et ensuite, à vous, la place est libre. C'est une façon très élégante de passer la main, quoi. Ça évite de dire un truc un peu lourd comme « voilà, j'ai fini ». Ça donne une image de maîtrise, d'aisance. Donc ce n'est pas juste être poli, c'est une sorte de manœuvre de positionnement social, en fait. Une façon de dire « je connais les règles du jeu ». C'est exactement ça. C'est un marqueur de compétence sociale, carrément. D'ailleurs, le guide insiste sur un détail. La prononciation « enchanté », avec des syllabes bien égales et un T final qu'on entend mais qui reste doux. Pourquoi un tel détail ? Parce qu'une prononciation assurée, ça renforce ce message de confiance. Il parle aussi de l'alternative « ravi de vous rencontrer », qui est plus formelle, mais il souligne que « enchanté », c'est un passe-partout. Ça marche dans un cadre pro très strict, mais aussi dans un bar avec des amis d'amis. Cette polyvalence, ça en fait un outil redoutable. D'accord, donc on a posé notre base avec enchanté.
Mais si on s'arrête là, on crée un vide, comme tu disais, un silence où l'autre se demande un peu, bon, est-ce que c'est à moi là Et c'est là qu'arrive le deuxième temps du mouvement, la clé pour vraiment transformer l'essai. Il faut rendre la balle. Et ça doit être quasi instantané. Et la phrase pour ça, elle est d'une simplicité incroyable. Et vous? 2 mots, c'est tout. Le guide insiste vraiment là-dessus. La combinaison enchanté et vous doit devenir un réflexe, un automatisme. Oui, et la puissance de ces 2 mots, elle est énorme. C'est une invitation directe, ça montre un intérêt qui change toute la dynamique. On n'est plus dans une performance genre « voici qui je suis », on passe à une interaction « allez-y, dites-moi qui vous êtes ». Et ça touche à une idée fondamentale du guide. Montrer un intérêt sincère. Ça active la bienveillance de la personne en face. Ah, c'est un point intéressant. On aurait tendance à penser que quand on est un peu stressé par la longue, il faut surtout se concentrer sur soi, sur ses propres phrases. C'est tout le paradoxe de l'apprentissage. En se tournant vers l'autre avec un simple « et vous ?», en fait, on détourne l'attention de nos propres petites erreurs potentielles. L'autre se sent écouté, valorisé, et du coup, il devient instinctivement plus patient. Plus sympa, quoi. Donc cette question, elle n'est pas seulement polie, elle est stratégique. Elle nous crée un environnement de communication plus facile. J'aime beaucoup cette idée. C'est une sorte de piratage psychologique de la conversation. C'est un peu ça. On pirate l'échange à notre avantage. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça sonne un peu mécanique, un peu robotique? Si tout le monde répète « Je m'appelle Thomas, enchanté, et vous ?» on dirait un script. Excellente question. Et c'est précisément là que le guide nous fait basculer dans une autre dimension. Une dimension beaucoup plus subtile. Parce que les mots, ce ne sont que le squelette. Ce qui donne la vie, l'authenticité à tout ça, c'est le non-verbal. C'est ce qui va faire la différence entre la récitation et la connexion humaine. Ok, alors allons-y. Le langage corporel. Le guide dit que c'est immense en France, que les gens y sont très très attentifs. Il donne une liste de conseils très concrets. D'abord, se tenir droit. Oui. Ne pas croiser les bras. Garder les mains visibles. Alors, si on analyse ça, se tenir droit, ne pas croiser les bras, ce sont des signaux d'ouverture assez universels. On est d'accord. Mais dans le contexte français, où il y a souvent une certaine réserve, ça prend un sens particulier. Ça ne signale pas une exubérance, mais plutôt du sérieux, du respect. Je suis là, avec vous, pleinement engagé dans cet échange. Et le contact visuel, il insiste beaucoup là-dessus. Ah, ça c'est fondamental. C'est la preuve de la confiance. Fuir le regard, c'est quasi immédiatement interprété comme de l'insécurité. Ou pire, du désintérêt. Le guide parle aussi du sourire. Ça peut paraître un peu contre-intuitif avec le cliché du français un peu austère, non ? C'est une nuance culturelle capitale. Il ne s'agit pas du grand sourire commercial et permanent qu'on peut voir ailleurs. Non, le guide suggère un sourire qui est un événement. Il apparaît à un moment précis, au moment de la connexion. Quand on dit « enchanté », quand on établit contact visuel, c'est un sourire ponctuel et du coup il a l'air plus sincère, plus mérité. Ah, d'accord. Ce n'est pas un état par défaut, c'est une réaction à la rencontre. Voilà, c'est sa temporalité qui lui donne toute sa valeur. C'est fascinant, donc tout l'enjeu, c'est de synchroniser le verbal et le non-verbal. Et ça nous amène à une idée assez radicale du guide, l'idée que la confiance peut l'emporter sur la grammaire. C'est peut-être l'idée la plus libératrice de tout le texte. On passe tellement de temps à s'inquiéter de nos accords de participe passé, alors qu'en réalité, l'impression qu'on laisse est d'abord déterminée par notre assurance. Quelqu'un qui se tient droit, qui regarde dans les yeux, qui sourit au bon moment, même s'il fait quelques fautes de préposition, sera perçu beaucoup plus positivement qu'un génie de la grammaire qui marmonne en regardant le bout de ses chaussures. L'aisance, ou en tout cas l'apparence de l'aisance, prime sur la perfection technique. Le guide va même plus loin. Il parle de posture mentale. Ce n'est pas qu'un truc physique. Oui, c'est l'idée que le corps suit l'esprit. Il suggère de cultiver cette conviction intérieure. J'ai ma place ici. Mon histoire est intéressante. J'ai le droit de parler, même si mon français n'est pas parfait. Et cette posture mentale, elle change tout. La voix se pose, le débit ralentit, on respire plus calmement. On arrête de projeter cette image de l'apprenant qui s'excuse d'être là pour adopter celle de l'interlocuteur légitime. C'est un changement de statut qu'on s'impose à soi-même. Bon, tout ça est très convaincant en théorie, mais comment on passe de la compréhension à l'action? On ne peut pas juste décider d'être confiant, comme ça?
Et là, le guide propose un exercice pratique qui a l'air un peu intimidant, je dois dire. Ah, l'exercice du miroir. Oui, ça peut sembler un peu narcissique ou même ridicule au premier abord, mais son fondement psychologique est très très solide. Alors décrivons-le. Il faut se mettre devant un miroir, se regarder droit dans les yeux et dérouler toute la séquence. Je m'appelle nom, je viens de ville, je suis profession, enchanté, et vous. Et il recommande de le faire 5 fois de suite, et même de s'enregistrer avec son téléphone pour s'auto-évaluer. J'avoue que la première fois que j'ai essayé ce genre de truc, je me sentais complètement idiot. Ah mais oui, c'est clair, on a l'air bête au début. J'avais l'impression de répéter pour une pièce de théâtre amateur, quoi. Mais la force de cette méthode, c'est qu'elle ne sert pas qu'à mémoriser les mots. Elle sert à associer ces mots à une image physique de confiance. En se regardant, on peut corriger sa posture, on peut s'entraîner à tenir le regard avec son propre reflet, et à faire apparaître ce fameux sourire au bon moment. On répète la chorégraphie complète, pas seulement le texte. Le miroir n'est donc pas là pour la prononciation, mais pour s'habituer à voir une version de soi-même qui est à l'aise. Précisément. C'est une boucle de rétroaction positive. On joue le rôle du communicant confiant, on voit l'image d'un communicant confiant, et petit à petit, le cerveau commence à accepter cette image comme étant la réalité. Les analogies du guide sont très justes, tu sais. Les gros musiciens répètent leur gamme, les grands sportifs répètent leurs gestes. Eh bien, la présentation personnelle, c'est notre gamme fondamentale. Si on la maîtrise au point qu'elle devient inconsciente, toute notre énergie mentale se libère pour ce qui vient après. Pour écouter vraiment la réponse de l'autre, pour improviser, pour être là, quoi. C'est une perspective très puissante. Donc, si on devait résumer l'approche, on aurait un mot de clôture qui est un signal social, enchanté, une question qui est une manœuvre stratégique pour créer de la bienveillance, et vous, et une posture physique et mentale qui valide le tout et qui peut même faire oublier les petites erreurs techniques. C'est la synthèse parfaite. Et la clé de tout ça, c'est la répétition, la pratique consciente. Exactement. L'objectif, c'est de passer d'un script rigide à une sorte de plateforme de lancement. Une fois que cette base est si solide qu'on n'y pense plus, on peut commencer à jouer. On peut ajouter une petite phrase sur une passion, une anecdote sur son métier. L'esprit n'est plus bloqué par la peur de l'échec. Il est libre de créer une vraie connexion. C'est donc ça, le passage de l'apprenant au communicant. Ce n'est pas quand on maîtrise le subjonctif, c'est quand on maîtrise cette séquence de base au point de pouvoir l'oublier. C'est tout à fait ça. La vraie maîtrise, elle ne se voit pas dans la complexité de ce qu'on dit. Elle se voit dans la simplicité et l'aisance avec lesquelles on pose les fondations de la conversation. Et c'est ça qui nous amène à une question pour aller plus loin. Le guide nous donne cette structure qui est élégante, universelle. Une fois qu'on la maîtrise, que cette base devient comme une seconde nature, la question à se poser est la suivante. Quel est le tout premier petit élément personnel, la toute première touche de couleur qu'on ajouterait à cette structure pour la faire passer de correct à mémorable? Quelle est cette petite phrase qui, si on l'insérait juste avant le « enchanté », rendrait cette présentation non seulement élégante, mais surtout unique? C'est peut-être là que le véritable art de la rencontre commence vraiment.